On m'a invité parce que je suis un écologiste de terrain et que je connais bien le dossier, puisque je milite dans ce domaine depuis plusieurs dizaines d'années. Il n'existe pas de mot à sens unique. Un mot, quel qu'il soit, peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte où il se trouve. C'est le cas, bien sûr, du mot crise, par lequel je commencerai. En général, en médecine, on parle de crise quand l'état d'une personne s'aggrave d'une manière soudaine, brutale, aiguë. C'est ainsi, dans ce sens, qu'on parle de crise cardiaque, qu'on parle de crise d'épilepsie, qu'on parle de crise de démence. Dans ce dernier cas, par exemple, une personne dont le comportement était normal, brusquement, a un comportement anormal. En matière économique et politique, le mot a un autre sens. Il y a crise quand les difficultés d'un système deviennent maximales. Deux issues sont alors possibles. Ou bien le système s'effondre et meurt. Ce fut le cas pour la France féodale et sa monarchie absolue lors de la crise révolutionnaire de 1789. La monarchie absolue et le régime féodal ont brusquement disparu. Ce fut le cas en 1917 en Russie, lors de la crise également révolutionnaire que vous connaissez. Deuxième possibilité, deuxième issue, il arrive que le système en crise se réorganise et parvienne ainsi à surmonter la crise. Ainsi, en France, la crise de la 4e République, rappelez-vous, la guerre d'Algérie, etc. Bon. Donc la crise de la 4e République a réussi à se surmonter grâce à une réorganisation interne, et ce fut le passage de la 4e à la 5e République. C'est dans ce sens économique et politique que ce soir, je parlerai moi constamment du mot crise. Qu'il y ait actuellement en France une crise écologique, nul ne le conteste. Sa gravité est même absolument sans précédent. Quelle est la nature de cette crise et surtout, quelle est l'origine de cette crise? La question est cruciale car identifier la maladie est indispensable quand on a le souci de trouver le bon remède. Je soutiendrai ce soir, et je le dis dès maintenant d'emblée, je soutiens que la crise à laquelle nous sommes maintenant confrontés, la crise écologique, a pour origine profonde, pour origine lointaine, le passage de l'artisanat à l'industrie, du mode de production artisanal au mode de production industrielle. En effet, l'industrie, en multipliant sans limite la production et la consommation, est en train d'épuiser les ressources naturelles. Et quand je dis ça, je pense au pétrole, dont nous avons épuisé pour l'essentiel les réserves mondiales. Je pense au gaz naturel. Je pense aux gisements de métaux courants que nous exploitons et surexploitons sans limite depuis très longtemps. Et c'est le cas pour les métaux courants, mais a fortiori c'est le cas pour ce qu'on appelle les terres rares, qui sont en réalité des métaux. Et leur nom dit qu'ils sont dans très petite quantité à la surface du globe. On les emploie sans mesure, par exemple, pour ce genre d'appareils, pour les ordinateurs, etc. Même les ressources renouvelables sont en train de s'épuiser. Pensez par exemple aux troupeaux de baleines que la pêche industrielle a conduite à la limite de la disparition. Il a fallu interdire la pêche à la baleine pour permettre aux espèces de se reconstituer. C'est le cas des morues, au XIXe siècle extrêmement abondantes, par exemple du côté de Terre-Neuve. Bon, il suffisait, quand il y avait un banc de morues, de lancer la ligne aussitôt. Une morue mordait à l'hameçon et on pouvait la tirer hors de l'eau. Là aussi, elles sont arrivées à la limite de la disparition et il a fallu interdire la pêche à la morue.
C'est le cas pour les thons, etc. C'est le cas pour les forêts tropicales, excessivement exploitées et qui reculent. C'est le cas même pour l'eau potable. Songez que chaque été, la préfecture, à peu près chaque été, la préfecture de l'Hérault, pour ne parler que de l'Hérault, est obligée de prendre un arrêté limitant la consommation d'eau potable. On interdit alors l'arrosage des jardins, le lavage des automobiles, etc. Même les ressources naturelles renouvelables donc s'épuisent parce que la voracité industrielle ne leur laisse pas le temps de se renouveler. Et pourtant, chefs d'entreprise et politiciens recherchent fiévreusement la croissance économique, alors que cette croissance, à terme, inévitablement, générera la pénurie. Consciente de l'épuisement des ressources, l'ONU, lors d'un sommet mondial à Rio, a proposé de passer de la destruction des ressources naturelles à ce que l'ONU appelle le développement durable, c'est-à-dire un développement économique qui pourrait durer indéfiniment. Mais les inflexions, les réformes indispensables pour que notre modèle économique puisse durer éternellement n'ont jamais été prises. Et nous continuons d'épuiser les ressources naturelles. Deuxièmement, on constate une pollution de l'ensemble de la planète. L'industrie en général, et notamment l'industrie chimique, a inventé et mis sur le marché d'innombrables produits. Lorsque la Commission européenne a adopté le règlement REACH, REACH, ça veut dire, dans l'acronyme anglais, ça veut dire enregistrement, évaluation, autorisation des produits chimiques. Lorsque donc la Commission européenne a adopté le règlement REACH, elle a rendu public aussi des statistiques au cours du long débat qui a accompagné l'adoption de ces règlements. Et on a appris ainsi qu'actuellement, sur le marché européen, circulent environ 100 000 produits chimiques. Beaucoup d'entre eux sont extrêmement polluants, extrêmement dangereux. On pense en premier lieu aux pesticides agricoles, c'est-à-dire des poisons. Les pesticides agricoles sont faits pour tuer des insectes, pour tuer des invertébrés, etc. Mais aussi les pesticides domestiques qu'on utilise dans les foyers pour tuer des rats, des souris, des cafards, des fourmis, etc. Et on les utilise sans songer qu'on empoisonne l'air que nous respirons à l'intérieur des maisons. L'industrie chimique a inventé un si grand nombre de poisons, un si grand nombre de produits toxiques, que les chimistes les ont regroupés sous l'appellation CMR. Alors, C pour cancérigène, tout le monde comprend ce que ça veut dire. M pour mutagène, c'est-à-dire que ces produits sont capables de produire des mutations génétiques, d'où le nom de mutagène. Et d'autres sont R, sont reprotoxiques, ce qui veut dire qu'ils perturbent, ils limitent, ils dérégulent, ils portent atteinte à la fonction reproductrice, aux organes reproducteurs, aux organes sexuels. Ajoutez-y les perturbateurs endocriniens, ajoutez-y les micropolluants, ainsi appelés parce qu'ils sont polluants même à la dose infime d'un microgramme, c'est-à-dire d'un millionième de gramme. Ajoutez-y les polluants sans seuil, ainsi appelés parce qu'ils sont polluants, ils sont dangereux, même à la dose d'une seule molécule, etc. L'industrie, en empoisonnant ainsi toute la planète, la rend progressivement inhabitable et nous assistons à la naissance de maladies de civilisation, de maladies nouvelles de civilisation, c'est-à-dire qu'elles sont imputables aux pollutions industrielles. Ainsi, chaque année en France, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui meurent prématurément en raison des particules fines répandues notamment par les moteurs, en général, et notamment les moteurs diesel, mais aussi par les incinérateurs de déchets, etc. Les perturbations du système endocrinien, c'est une maladie nouvelle qu'on ne connaissait pas à l'époque de Napoléon ou de Charlemagne. On constate chez les fillettes de 8 à 9 ans
très souvent des pubertés extrêmement précoces. On n'avait jamais connu ça auparavant. On constate aussi que le sperme humain est en train de s'appauvrir et que beaucoup de couples sont stériles pour cette raison. Si ça continue comme ça, l'humanité n'a plus pour longtemps à vivre. Elle disparaîtra parce qu'il n'y aura plus de sperme pour assurer sa reproduction. Troisième grand dégât occasionné par l'industrie, c'est le réchauffement climatique. Et comme ce réchauffement fait l'objet d'une abondante littérature, à la fois en littérature scientifique et journalistique, je ne m'étends pas dessus, tout le monde voit à quoi je fais allusion. J'insiste même sur le fait que ce sont les pays industriels, et non pas les paysans du tiers-monde, qui sont à l'origine de ce réchauffement climatique. Ce sont en effet les pays industriels qui multiplient les gaz à effet de serre. Le CO2, notamment en brûlant les énergies fossiles, le méthane, le monoxyde d'azote, les gaz fluorés, etc. Un climatologue, constatant que l'impact de l'industrie sur la nature est désormais la cause principale de l'évolution de la planète, de son climat, de la biodiversité, etc. Donc, ce climatologue, faisant ce constat, a inventé le mot anthropocène pour désigner cette époque où c'est l'homme qui est désormais la cause principale de l'évolution de la planète. Et il fait commencer l'anthropocène, il le fait coïncider le début de l'anthropocène avec le début de l'ère industrielle, c'est-à-dire le début du XIXe siècle. Donc, lui, comme moi, accuse donc l'industrie d'être la cause principale de la crise. Autre effet de cette crise, autre manifestation, c'est l'effondrement de la biodiversité. Le rapport 2016 du WWF, le World Wide Fund, estime que 58% des vertébrés de la planète ont disparu entre 1970 et 2012, c'est-à-dire une quarantaine d'années. En 40 ans à peine, donc 58% des vertébrés de la planète ont disparu. Et les disparitions s'enchaînent. Si les abeilles continuent à disparaître, ils sont déjà en voie de disparition, donc si elles disparaissent totalement, la disparition des abeilles pollinisatrices ferait disparaître beaucoup de végétaux. La disparition de ces végétaux entraînerait la disparition de beaucoup d'herbivores qui les consomment. La raréfaction des herbivores ferait disparaître un grand nombre de prédateurs, etc. Donc, on voit que par ce mécanisme, la biodiversité recule extrêmement fort. D'après les évaluations actuelles, la vie sur la planète Terre serait apparue il y a un peu moins de 4 milliards d'années. Au cours de cette longue histoire naturelle, la vie a connu des périodes favorables où elle s'est multipliée. La plus connue, c'est ce que les scientifiques appellent l'explosion biologique du Cambrien, qui a commencé il y a environ 600 millions d'années. Mais il y a eu aussi des périodes défavorables où la vie sur Terre a beaucoup reculé. Les historiens de la nature, les naturalistes, ont identifié et daté cinq grandes extinctions massives de la vie sur Terre. La plus célèbre de ces 5 grandes extinctions s'est produite il y a environ 65 millions d'années et elle a entraîné notamment, entre autres, la disparition de tous les dinosaures et de beaucoup d'autres espèces. Nous sommes entrés actuellement dans la 6e grande extinction de masse. Et cette fois, ce n'est pas la nature, ce ne sont pas des phénomènes naturels qui sont en cause, comme le volcanisme ou la chute d'une grosse météorite. Non, ce qui est en cause maintenant, c'est l'activité humaine, l'activité industrielle. En adoptant le mode de production industrielle, nous avons énormément intensifié notre impact sur la nature et nous rendons progressivement le globe inhabitable pour beaucoup de végétaux, pour beaucoup d'animaux, et y compris pour nous-mêmes. Mais le passage de l'artisanat à l'industrie
n'a pas seulement altéré, dégradé, abîmé le rapport des êtres humains à la nature, il a aussi abîmé, dégradé le rapport des hommes entre eux. Et c'est à cette dégradation des rapports à l'intérieur de l'espèce humaine auquel je vais m'atteler maintenant. J'attire d'abord votre attention sur un phénomène dont on parle très peu, qui pourtant mériterait beaucoup d'attention, que j'appelle moi la division du travail. Je remonte très loin en arrière. À l'époque paléolithique, à l'époque préhistorique, donc chaque être humain vivait à peu près en autarcie. Chaque être humain, en effet, utilisait du silex ou d'autres roches, ou des os d'animaux qu'il avait tués, ou du bois. Bon. Donc il utilisait ces matériaux, il les taillait pour en faire des armes et des outils. Avec ces outils et ces armes, il chassait lui-même, donc il utilisait lui-même les instruments qu'il avait produits, il ne les vendait pas, c'était pour lui qu'il les avait confectionnés. Il consommait le produit de sa chasse et de sa cueillette. Bref, chaque individu vivait à peu près en autarcie. Et très longtemps, les êtres humains sont restés autarciques. C'est à partir de la révolution néolithique, il y a 10 à 12 000 ans à peu près, qu'on a constaté un début de division du travail entre les êtres humains. En effet, il y a 10-12 000 ans, les êtres humains ont inventé à la fois l'élevage et l'agriculture. Et ils ont commencé à se sédentariser. Et notamment, les agriculteurs ont construit les premiers villages. Alors qu'auparavant, nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, étaient nomades, se déplaçaient sans arrêt, à la recherche de racines, de fruits, de gibier, etc. En se sédentarisant, ils ont mis en œuvre, ils ont inventé une première division du travail. On a vu naître quelques métiers spécialisés. On a vu naître, par exemple, le métier de pasteur et le métier d'agriculteur. Pendant que les uns cultivaient le sol, labouraient le sol, arrosaient, défendaient les cultures contre les prédateurs, contre les sangliers, etc., et procédaient aux récoltes. Pendant que les uns, donc, s'occupaient de cultiver le sol, d'autres gardaient les troupeaux. Première division entre pasteurs, agriculteurs, laboureurs. On a vu naître aussi, dans ces villages néolithiques, le potier. On a vu naître progressivement le tisserand, et par la suite le forgeron, etc. Un seuil capital a été franchi lorsque, au début du XIXe siècle, nous sommes passés de l'artisanat à l'industrie. Le travail s'est alors divisé presque à l'infini. Division sociale du travail au sein de la même société et division géographique du travail parce que chaque région importe et exporte vers d'autres régions, d'autres pays. Les spécialités professionnelles sont ainsi multipliées et nous consommons aujourd'hui, la liste des métiers actuels est tellement nombreuse que si on voulait en faire la liste, on en oublierait nécessairement. Et d'autre part, la division géographique est devenue telle qu'aujourd'hui nous consommons des produits venus de toutes les parties du monde entier. Le résultat, c'est que nous sommes désormais prisonniers d'une interdépendance généralisée à l'échelle de la planète. Chaque être humain dépend désormais de tous les autres à la fois. Nous sommes emberlificotés dans un réseau inextricable de relations commerciales planétaires qui ne laissent ni aux individus, ni même au peuple, la liberté de choisir librement leur avenir. Après la division du travail, donc, et cette perte de liberté, cette dépendance universelle que nous nous sommes créés, on constate un recul considérable actuellement de la diversité culturelle. Ces derniers siècles, à mesure que les Européens et leur mode de société industrielle conquéraient la planète, des centaines d'ethnies ont été anéanties, et souvent d'ailleurs volontairement massacrées. Elles ont disparu avec les langues et les cultures dont elles étaient porteuses. Et l'uniformisation culturelle et linguistique se poursuit,
avec l'extension du libre-échange, avec l'extension de l'anglo-américain, le Globish English, avec l'American Way of Life, c'est-à-dire le mode de vie américain, ses ketchup, ses McDonald's, ses chansons, sa musique, etc. Et avec les mouvements migratoires, qui tendent donc à un brassage, à une uniformisation des cultures mondiales. Les firmes multinationales, désormais maîtresses du monde, on pourra y revenir, veulent un monde sans frontières, donc un monde uniforme, et une main-d'œuvre mobile, donc une main-d'œuvre sans racines. Ces décideurs, ces grands décideurs économiques et politiques, du bout des lèvres, admettent que la biodiversité est une richesse qu'il faudrait protéger en théorie. Mais en revanche, ils considèrent que la diversité culturelle est un mal qui diviserait, selon eux, et qui opposerait les peuples. On nous vante les beautés du métissage artistique, et on voudrait nous persuader que les mouvements migratoires sont bénéfiques pour tout le monde, alors qu'ils ne sont bénéfiques pour personne. J'en viens à la crise migratoire. Je m'en voudrais de la passer par-dessus, puisque actuellement, elle est devenue, au plan politique en France en particulier, un problème majeur de division et d'opposition des Français entre eux. Le libre-échange imposé par l'Union européenne et par l'OMC à l'échelle du monde comporte la libre circulation internationale de la main-d'œuvre. Attirés par nos salaires, nos conditions de travail, notre protection sociale, beaucoup d'étrangers immigrent en France et ou bien ils grossissent les rangs des chômeurs, ou bien ils obtiennent des emplois au détriment des chômeurs français, ce qui provoque d'inévitables frictions entre nationaux et nouveaux venus. La devise inavouée du marché unique européen sans frontières intérieures, sa devise inavouée mais sa devise véritable, c'est « travailleurs de tous les pays, concurrencez-vous ». À ces frictions sur le marché du travail s'ajoutent les conflits culturels entre Français et immigrés, sur la laïcité, sur le voile islamique, sur le statut des femmes, sur la viande halal, etc., etc. Ajoutons que nombre de Français, à tort ou à raison, se sentent envahis et craignent de devenir minoritaires sur leur propre sol, comme ça s'est vu au cours de l'histoire dans beaucoup de pays. Le terrorisme islamiste aggrave toutes ces tensions et contribue à faire de la question migratoire une poudrière. Malheureusement, l'Union européenne, au nom du sacro-saint libre-échange, qui fait partie de son ADN, qui est constitutif du marché unique européen sans frontières intérieures, donc, l'Union européenne interdit aux États membres toute maîtrise des flux migratoires. Et c'est peut-être des conflits nés des mouvements migratoires que va disparaître probablement l'Union européenne. L'industrie dégrade aussi les rapports entre les hommes par sa course au gigantisme. Gigantisme croissant des entreprises d'abord. Il y a un siècle, les plus grandes entreprises de l'époque étaient des coquilles de noix à côté des grandes entreprises actuelles. En effet, les entreprises n'ont pas cessé de grandir, soit en éliminant les concurrents et en prenant leur part de marché, soit en fusionnant entre elles. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, il existe plusieurs centaines d'entreprises dont la dimension est carrément mondiale. Pensez à Microsoft, par exemple, qui règne dans le domaine qui est le sien, pratiquement sans concurrence, sur toute la planète. Et je ne prends que cet exemple, je pourrais en prendre d'autres. En matière financière, par exemple, pensez à la banque américaine Goldman Sachs, qui règne sur le monde entier, etc. Donc, gigantisme croissant des entreprises qui deviennent transnationales, multinationales, voire mondiales, et gigantisme des marchés qui se mondialisent par voie de libre-échange, par disparition des frontières économiques. La croissance des villes au détriment des campagnes et la croissance des métropoles au détriment des villes petites et moyennes complètent ce tableau. La réforme territoriale en France accompagne et même accélère ce mouvement.
Les communes sont priées de disparaître au profit de vastes structures supracommunales. Ici, vous êtes bien placé, hein, vous êtes dans la métropole de Montpellier, qui rassemble je ne sais combien, plusieurs dizaines, et bientôt peut-être une centaine ou davantage de communes. Les départements sont priés de s'effacer devant les régions. Les régions sont priées de grandir, notamment en fusionnant entre elles. C'est le cas, par exemple, de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées, qui ont fusionné récemment. La France est priée de se diluer dans l'Union européenne, et même l'Union européenne, se jugeant trop petite, cherche à s'élargir sans arrêt à de nouveaux pays. On ne voit aucune limite à cette folle course au gigantisme. Ce gigantisme a des conséquences effrayantes. Le gigantisme des collectivités territoriales et des États empêche toute gestion de proximité. Il n'y a aucune commune mesure entre, par exemple, la petite commune de Montesquieu au nord de Béziers. Je viens de Béziers, je connais donc bien le Biterrois. La commune de Montesquieu compte moins de 100 habitants. Il n'y a aucune commune mesure entre le conseil municipal de Montesquieu ou petite commune où tous les membres du conseil municipal connaissent par cœur leur territoire communal et par conséquent gèrent et votent telle ou telle mesure en parfaite connaissance de leur commune, du territoire qu'ils gèrent. Donc aucune commune entre ça et par exemple les élus de la métropole de Montpellier ou les élus a fortiori du Grand Paris qui a avalé, tenez-vous bien, 3 départements d'une seule bouchée. L'actuel Grand Paris, donc c'est l'ancien Paris, le département de la Seine, plus les trois départements qui entouraient le département de la Seine. C'est 4 départements aujourd'hui, le Grand Paris. Eh bien, lorsque les élus d'un territoire aussi gigantesque prennent des mesures, votent des mesures, ils votent des mesures pour les territoires qu'ils ne connaissent pas. Et ils sont incapables d'apprécier si les mesures qu'ils votent conviennent ou non au territoire en question, puisqu'ils ne le connaissent pas. Donc, ce gigantisme empêche toute gestion de proximité, qui est pourtant la seule gestion efficace, lucide, et réduit aussi l'intervention citoyenne, parce que les citoyens, dépassés par l'immensité du territoire sur lequel ils auraient à se prononcer, sur lequel ils auraient à intervenir, ont tendance à déléguer toujours davantage à mesure que le territoire grandit. Si bien que nous vivons aujourd'hui, par gigantisme territorial, ne serait-ce que pour cette raison, nous vivons déjà désormais dans l'époque de la post-démocratie. Les élites autoproclamées qui dirigent ou qui croient diriger ces vastes territoires traitent de populistes tous ceux qui condamnent cette oligarchie et qui revendiquent l'intervention populaire dans les affaires publiques. Le gigantisme des collectivités, des villes, des États, affaiblit d'abord et finit par détruire les liens de solidarité. Les liens de solidarité entre hommes ne sont forts que dans les petites collectivités, où tout le monde se connaît plus ou moins. Je me rappelle avoir passé mes vacances un été, il y a bien longtemps de ça, il y a 30 ans peut-être ou davantage. Je me rappelle avoir passé mes vacances dans un village de Lozère et d'avoir fait une petite incursion dans le village de Sauve, en Haute-Loire. Il y avait là une exposition de peinture. Et donc je me suis promené dans l'exposition et j'ai admiré le talent du peintre. Il se trouvait qu'il était là. Donc j'ai pu causer avec lui et je lui dis, avec un talent comme le vôtre, vous pourriez faire fortune, pourquoi ne pas monter à Paris? Il m'a répondu, pas question pour moi de monter à Paris. Ici, à Sauve, quand un éleveur, quand un paysan se casse une jambe, par exemple, tous les voisins vont venir pour lui, pour son propre compte, sans que personne ne les y oblige. Ils vont venir faire ses foins et s'occuper de lui. Tandis qu'à Paris, dans le métro, on peut violer une femme sans que les autres voyageurs bougent seulement. Ici, on a une vraie société, solidaire. Ce n'est pas le cas dans les grandes villes. Moi, je reste à Sauve. J'ai trouvé son raisonnement excellent et je vous le livre tel qu'il me l'a donné. Donc, le gigantisme des collectivités affaiblit d'abord, puis supprime les liens de solidarité. Or, je rappelle que le mot « société » vient du latin « societatem », qui veut dire justement solidarité. Il n'y a de société que s'il y a solidarité.
Quand le gigantisme de la société détruit ses solidarités, la société se détruit elle-même. Et désormais, dans les grandes villes, dans les plus grandes villes en particulier, le sort de presque tout le monde, le sort dominant, c'est la solitude. Un grand écrivain a parlé de Paris, vaste désert d'hommes, pour stigmatiser cette solitude des gens qui, dans une grande ville, ne se connaissent pas et se sentent seuls. J'ajoute que la solidarité recule aussi devant la concurrence de tous contre tous, concurrence générée notamment par le gigantisme des marchés, par la suppression des barrières douanières. Donc concurrence de tous contre tous et course à la compétitivité dès l'enfance et dès l'école, avec une conséquence désastreuse qu'on commence à percevoir, c'est que tendu, crispé par cette course à la concurrence et à la compétitivité, nous sommes menacés par le burn-out, notamment dans beaucoup d'entreprises. Le passage de l'artisanat à l'industrie est en train également de supprimer purement et simplement l'emploi et de faire de nous tous des chômeurs. Et on se demande bientôt de quel emploi et de quel revenu nous allons pouvoir vivre. Je fais allusion, vous l'avez compris, à la robotisation, à la robotique et à l'intelligence artificielle. La concurrence impitoyable générée par la mondialisation du marché, par le libre-échange, cette concurrence impitoyable oblige les entreprises à abaisser constamment leurs coûts de production. Et notamment, les plus grandes d'entre elles le font en remplaçant rapidement tous les emplois manuels par la robotique. Les robots, vous en êtes conscients, je suppose, même si la presse ne nous en parle guère, même si la télé ne nous en parle jamais. Donc, les robots sont en train de remplacer progressivement tous les emplois manuels. Un robot a d'innombrables avantages pour le patron. Il travaille 24 heures sur 24, lui. Il ne dort pas, il ne mange pas. Il travaille 365 jours par an. Il ne prend pas de congé. Il ne se syndique jamais, un robot. Il ne fait jamais grève. Il n'arrête jamais le travail pour aller aux toilettes ou pour fumer une cigarette. Il ne désobéit jamais. Il n'a besoin d'aucun contremaître pour le surveiller. C'est une extraordinaire productivité. Et on comprend qu'une grande entreprise, quand elle peut employer un robot, quand elle peut trouver un robot qui convient au poste qu'elle offre, eh bien, elle le remplace le plus tôt qu'elle peut et donc chasse des travailleurs, chasse des hommes. Certes, les premiers robots, comme toute machine nouvelle, coûtaient très cher, mais à mesure que les robots se multiplient, ils fabriquent d'autres robots aussi facilement qu'un scooter ou une machine à laver, ce qui fait beaucoup baisser les prix. Et cela fait exploser le chômage. Les usines sans ouvriers existent déjà. J'en ai visité une, j'en ai visité même deux. Ces usines sans hommes, c'est ainsi qu'on les appelle, annoncent ce que seront un jour toutes les usines. Les chantres du prétendu progrès assurent que l'homme, ainsi libéré des tâches répétitives, peu qualifiées, va pouvoir se recycler dans des emplois plus nobles, plus intéressants. Bon. Je me demande lesquels, parce que le travail intellectuel recule lui aussi devant l'intelligence artificielle. Les ordinateurs, en se perfectionnant, deviennent progressivement capables d'effectuer les travaux intellectuels les plus complexes, bien plus vite qu'un salarié et sans jamais se tromper. Un ordinateur, désormais, vous l'avez appris comme moi, peut battre les plus grands champions du monde au jeu de Go, un jeu bien plus compliqué encore que le jeu d'échecs. Combien de millions d'emplois intellectuels vont disparaître devant l'intelligence artificielle ? Je vous pose la question, nous pourrons en débattre. Je terminerai sur la dégradation des rapports des hommes entre eux. Je terminerai en évoquant l'accélération de l'histoire. Là aussi, un phénomène dont on nous parle bien peu, alors qu'il devrait nous obséder. Au temps paléolithique, au temps de l'homme des cavernes,
Imperceptible était l'évolution d'un millénaire au millénaire suivant. Imperceptible était l'évolution dans l'art de tailler la pierre, dans l'art de chasser, dans l'art d'habiter les cavernes, dans la manière de vivre, dans la manière d'inhumer les morts. À 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans de distance, on voyait guère d'évolution. À cette époque-là, on peut dire que l'histoire humaine piétinait sur place. Mais elle a progressivement accéléré sa marche. Et désormais, elle fonce à tombeau ouvert. La science, qui est à l'origine de tout cela, fait des découvertes de plus en plus rapides. On a découvert, par exemple, plus de choses dans le domaine scientifique au cours du dernier siècle qu'au cours de toute l'histoire précédente de l'humanité. Et les découvertes de la science, découvertes de plus en plus rapides, sont de plus en plus vite mises en œuvre par des techniques qui s'inspirent des progrès de la science pour inventer de nouvelles technologies. Et la technologie innove de plus en plus vite, bouleversant techniques de travail, modes de transport, modes de télécommunication, transformant l'urbanisme, transformant la domotique. On nous promet pour demain des maisons équipées de circuits informatiques où tout se fera automatiquement. Elle bouleverse les modes de vie, les relations sociales, le rapport à la nature, bien sûr. Les conséquences de cette accélération de l'histoire sont innombrables, mais pour ne pas abuser de votre attention, je me contenterai de 4 conséquences vraiment dramatiques. La première est dans les entreprises. C'est une course haletante à l'innovation, pour ne pas être dépassé par les concurrents. Une pression grandissante pèse sur les travailleurs. Vous vous souvenez sans doute des suicides qu'on a enregistrés, par exemple, à France Télécom, lorsque cette entreprise a été privatisée. Les patrons de France Télécom, devenus Orange, devenus Walladou, etc. Donc les patrons ont fait une pression terrible sur leurs travailleurs pour développer leur compétitivité, leur productivité. Le résultat, c'était un stress extraordinaire et la multiplication des suicides. Les effondrements nerveux, le burn-out, comme on dit en anglais, se multiplient. Je pose la question, jusqu'où, jusqu'à quand ce stress grandissant au travail pourra-t-il être supporté ? Deuxièmement, plus l'innovation technique s'accélère, plus grandit le risque que machines et usines soient dépassées avant même d'avoir été financièrement amorties. Les économistes appellent obsolescence ce vieillissement prématuré du machinisme. Ce vieillissement prématuré est ruineux. L'innovation, autrefois source de profit, lorsqu'elle était relativement lente, l'innovation, donc autrefois source de profit, se retourne aujourd'hui contre la rentabilité. L'innovation est désormais à la fois nécessaire pour la compétitivité et ruineuse pour la rentabilité. Comment surmonter cette contradiction insurmontable ? Je vous pose la question. Troisième conséquence très grave, un entrepreneur qui investit de plus en plus souvent pour une rentabilité de plus en plus en baisse, cet entrepreneur ne peut plus se contenter des fonds propres de l'entreprise. Il est contraint d'emprunter de l'argent aux banques. Et ainsi s'aggrave toujours davantage la dépendance des producteurs envers la finance. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle la financiarisation de l'économie. Financiarisation que tant d'observateurs déplorent parce que les nouveaux maîtres de l'économie, donc les financiers, ne connaissent que le profit le plus rapide possible, le plus gros possible, dans le temps le plus court possible. Et ils ne connaissent rien d'autre. Et ils n'hésitent pas, eux, à licencier par milliers, par centaines de milliers les employés. Alors qu'à l'époque où l'entreprise dépendait surtout d'elle-même, il pouvait y avoir des rapports parfois paternalistes, mais des rapports quand même humains entre patrons et ouvriers. Quatrième conséquence très grave, quand l'environnement change, et change de plus en plus vite, les êtres vivants doivent s'adapter ou disparaître. Or, l'accélération de l'histoire, en bouleversant toujours plus vite notre environnement,
exige de nous une adaptation toujours plus rapide, toujours plus épuisante, avec le risque grandissant d'être dépassé. L'accélération de l'histoire, à elle seule, crée les conditions d'une crise permanente, par inadaptation de tous les êtres humains à un environnement qui change trop vite pour que nous puissions nous y adapter. Comment se fait-il que cette évidence, que l'accélération de l'histoire ne soit pas au cœur du débat politique actuel ? Comme disait un chef d'État, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Alors pour conclure, pour les besoins de cet exposé, j'ai scindé la crise globale en ses composantes, les crises sectorielles. Ce morcellement ne signifie pas que les crises sectorielles soient indépendantes les unes des autres. Elles sont au contraire interconnectées et réagissent constamment les unes sur les autres. C'est cet enchevêtrement des crises sectorielles qui constitue la crise écologique globale. Jusqu'à notre époque, l'humanité n'avait été confrontée qu'à des crises limitées dans l'espace et à des crises purement sectorielles. C'était des crises ou bien purement politiques. Pensez par exemple à la guerre de la Fronde pendant l'enfance de Louis XIV, ou bien des crises purement économiques, comme il s'en produit de manière cyclique dans le cadre du capitalisme, ou bien c'était des crises sociales, comme la grande crise sociale de 1789, comme celle de 1936, comme celle de 68, etc. Aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, que nous sommes confrontés à une crise totalement globale, une crise totale qui affecte à la fois la politique, l'économie, les rapports sociaux, notre relation à la nature et la relation des hommes entre eux. C'est ce caractère total, global de la crise écologique actuelle, de la crise écologique de l'Anthropocène, qui la rend si difficile à surmonter. Est-ce que nous serons capables de la surmonter par une réorganisation interne, ou bien est-ce qu'il va y avoir effondrement des sociétés humaines et en même temps de la vie, de la biosphère? Tel est l'enjeu, et donc c'est à nous de voir jusqu'où nous sommes prêts à aller pour surmonter la crise, à moins que l'humanité veuille se suicider. Et si effectivement elle choisit de se suicider, si elle refuse de changer de comportement, eh bien personne ne pourra l'en empêcher. Voilà, j'ai fini mon exposé. C'est à vous maintenant de prendre la parole. Merci. Merci beaucoup Robert. Est-ce qu'il y aurait des questions, des remarques? Comme j'ai pas écouté la conférence, moi j'ai pas tout le propos, donc je vais aller peut-être directement vers une question pratique. Je dirais c'est l'alternative que vous pouvez imaginer justement cette crise globale au niveau local, dans son propre environnement premier, et dans deux situations que l'on se trouve donc en milieu urbain ou en rural. Donc, j'ai une facilité dans le milieu rural qui permet de se prémunir un peu de ces crises. Mais selon vous, donc, dans les deux situations, quel serait le comportement adopté, l'alternative un peu pour faire face à ces crises à répétition qui en installent justement une plus grande qui englobe toutes ces petites crises qui se succèdent. Alors, vous demandez quelle est la solution que je propose? Une alternative du moins. Oui. Une alternative. Eh bien, du diagnostic que j'ai fait découle le traitement. J'ai essayé de vous démontrer que la crise actuelle résulte du passage de l'humanité d'un mode de production artisanale qui avait été le nôtre depuis l'origine de l'humanité jusqu'au début du XIXe siècle.
Donc c'est le passage du mode de production artisanal au mode de production industrielle qui est à l'origine de la crise actuelle. Et par conséquent, la solution globale, pour le dire très simplement, c'est de nous détourner du mode de production industrielle pour revenir à un mode de production beaucoup plus artisanal. Alors, est-ce que je suis dans l'utopie? Non, je ne crois pas. Il y a deux domaines, malheureusement seulement, où le diagnostic que je fais est désormais celui de tout le monde, et où le retour à un mode de production artisanale est désormais préconisé. Ces deux secteurs, c'est la pêche et c'est l'agriculture. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît, même le Midi Libre, qui a consacré il y a un an ou deux un reportage de 2 pages là-dessus. Même le Midi Libre reconnaît que la pêche industrielle, l'industrialisation de la pêche, avec ces filets dérivants gigantesques, des filets qui font des centaines de kilomètres de longueur, vous vous rendez compte? Donc, l'industrialisation de la pêche, avec par exemple, s'agissant de la pêche à la baleine, des bateaux-usines, qui chassaient la baleine grâce à un canon, et pas un simple harpon artisanal comme au XIXe siècle. Des canons qui ne laissaient aucune chance à la baleine. Donc, tout le monde reconnaît aujourd'hui, même le Midi Libre, que le passage de la pêche donc, à l'industrie a été catastrophique, parce qu'il a amené les espèces que nous pêchions et que nous chassions au bord de la disparition. J'ai cité quelques exemples, les baleines, le thon, la morue, etc. Je pourrais en citer d'autres. J'ajoute que les grands filets dérivants, etc., capturent non seulement les espèces qu'on veut effectivement pêcher, mais aussi beaucoup d'autres dont on n'a rien à faire. Les requins, les tortues, les dauphins, etc. Et donc on massacre indistinctement toute la biodiversité océanique. Alors, il faut revenir à une pêche artisanale. Et aujourd'hui, donc, beaucoup de gens reconnaissent qu'effectivement, il faut y revenir et que donc il faut sauver ce qu'on appelle les petits métiers de la pêche, les petits bateaux, les petits artisans de la pêche, qui pêchent avec 1, 2, 3, 4 compagnons, avec des petits moyens, parce que ces petits moyens, eux, font des prélèvements limités et empêchent, par conséquent, que l'on fasse disparaître la biodiversité maritime. On reconnaît aussi donc l'industrie, l'entrée massive de l'industrie dans l'agriculture était une catastrophe. Aujourd'hui, tout le monde condamne la ferme des 1000 vaches. Tout le monde condamne aujourd'hui, à peu près tout le monde, condamne l'utilisation de pesticides industriels qui empoisonnent à la fois les cultures, les abeilles, les vers de terre, tous les insectes en général, et les consommateurs de ces produits. Je me rappelle, par exemple, à Béziers, où malheureusement nous avons une usine de pesticides. Je me rappelle le raisonnement d'un ingénieur de cette usine qui nous vantait le thémique, un pesticide utilisé pour la culture des betteraves. Il nous disait d'un air ravi et très fier, le thémique, les granulés bleus de thémique se répandent après le labour. Et donc ces granulés s'enfoncent progressivement dans le sol, disparaissent dans le sol, et ensuite lorsqu'on sème la betterave tout entière donc absorbe le thémique et s'en imprègne, si bien que lorsque le parasite de la betterave veut manger la betterave, il s'empoisonne. C'est incroyable que ces gens ne songent pas qu'après l'insecte, c'est nous qui allons manger la betterave. Et c'est nous qui nous empoisonnons. Bon, tout le monde aujourd'hui donc rejette les pesticides, etc. Et tout le monde reconnaît qu'il faudrait revenir à une agriculture paysanne, c'est-à-dire artisanale, de petites surfaces, à la polyculture, dans des petites exploitations. Tout le monde le reconnaît. Malheureusement, la prise de conscience dans ces deux domaines, la pêche et la culture, ne s'est pas étendue à l'ensemble des autres. Par exemple, l'écologiste que je suis milite notamment pour en finir pour un bon traitement des déchets, afin notamment d'arriver à un recyclage maximal de nos déchets et d'éviter par exemple qu'ils soient enterrés en décharge, parce que alors ils sont définitivement inaccessibles, ou bien qu'ils soient brûlés, incinérés. Parce qu'alors, effectivement, avec la cendre et la fumée, on ne peut rien faire d'utile. Donc je milite contre ça. Et je me suis rendu compte, au cours de mes années d'expérience, que
en matière de collecte et de traitement des déchets, les meilleures méthodes, les seules bonnes méthodes sont artisanales, pas industrielles. Mais nos élus continuent à s'acharner à vouloir mettre de l'industrie dans le traitement des déchets. C'est l'usine d'incinération, c'est l'usine de méthanisation, à Métiste, par exemple, à Montpellier. C'est l'usine de tri, c'est l'usine de ceci, c'est l'usine de cela. Jamais ils ne prennent conscience, nos élus, que les meilleures méthodes sont artisanales, que le meilleur tri, c'est ce qu'on fait à la source, dans les ménages, en ayant plusieurs poubelles, etc., etc. Donc, globalement, la solution, c'est de tourner le dos au développement industriel et de revenir à un mode de production artisanale. Globalement, c'est ça. Et par conséquent, donc, comme l'artisan n'a besoin que d'un marché géographiquement restreint, un cordonnier, un tailleur, etc., travaille pour une clientèle qui est celle du quartier, à la limite celle de la ville, mais il ne travaille pas un tailleur ou un cordonnier pour l'étranger, pour le marché étranger. Bon. Et donc, nous pouvons revenir ainsi à des petites sociétés qui soient à échelle humaine et démocratiquement gérables. Et en évitant les longs transports, nous évitons aussi l'énorme gaspillage d'énergie que constitue le marché européen et le marché mondial, etc., etc. Voilà, je crois, vers quoi il faut tendre. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Très bien. Il y a un discours qu'on entend parfois qui dit que le remède à la technologie, c'est toujours plus de technologie, et que le remède au charbon et au pétrole, c'est l'électrique, et notamment sous forme d'éoliennes, d'hydroliennes, etc. Alors personnellement, je ne suis pas convaincu pour plusieurs raisons. Je voulais savoir ce que vous pensez de ça. Oui. Alors effectivement, l'industrie qui bien entendu défend son avenir, et veut rester maîtresse du jeu, donc l'industrie voudrait nous faire croire que la solution aux catastrophes industrielles, c'est l'industrie qui les détient. Donc l'industrie serait à elle-même le remède aux catastrophes industrielles. Bon, alors, il n'y a qu'à voir les solutions qu'on nous propose pour comprendre qu'elles sont trompeuses. Bon. On nous dit par exemple que non, il ne faut pas renoncer à utiliser le pétrole, le charbon, le gaz, etc. On peut continuer à produire à tour de bras des gaz à effet de serre. Simplement, on va inventer des techniques pour capter le CO2 et ainsi créer des puits de carbone. On attend toujours les fameux puits de carbone. On les attend toujours, on ne les voit pas venir. Alors on a fait des hypothèses extraordinaires. Envoyer dans l'espace, par exemple, des espèces d'énormes récipients qui capteraient le carbone. On l'attend toujours. Bon, tout ça, c'est de la foutaise. Bon. C'est pas l'industrie qui va résoudre les maux provoqués par l'industrie. Voilà. C'est au contraire en se détournant d'elle qu'on y arrivera. Je ne sais pas si j'ai répondu à Frédéric. Bon, sinon, je pensais aussi interrogez-moi. Aux métaux rares, ou ces choses-là. Oui, alors, les métaux rares. Ce qu'on appelle les terres rares, par exemple, ce sont des métaux en réalité. Des métaux qu'on trouve en très petite quantité, donc, et aujourd'hui, 90% environ des terres rares viennent de Chine. Bon. Les terres rares, par exemple, il faudrait bien un jour apprendre à s'en passer. Parce que quand on aurait épuisé les gisements, il faudrait bien apprendre à s'en passer. On me dit toujours, mais il y a une demande, il y a une demande. Je réponds, mais écoutez, lorsque la ressource aura disparu, la demande, ce sera une demande en vain. Alors, plutôt que d'épuiser les dernières réserves mondiales de pétrole, de gaz, de houille, de fer même, on est en train de les faire disparaître, les gisements de fer, en les épuisant, de terres rares, etc. Utilisons-les avec le plus d'économie possible, et force-nous de le recycler le plus possible. Je ne dis pas qu'on y arrivera totalement. Excusez-moi d'être, vous s'appelle moral, mais l'économie circulaire, c'est un vœu, c'est un idéal vers lequel il faut tendre, mais on n'y arrivera jamais. Vous savez ce qu'on appelle l'économie circulaire? Non? Bon. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une économie qui utiliserait comme matière première uniquement les déchets. Alors, il y a des domaines où c'est peut-être possible. Par exemple, une bouteille de verre ou un gobelet en verre, si la bouteille, le gobelet se casse,
on peut le renvoyer à l'usine de verrerie qui va le fondre et qui en fera une nouvelle bouteille, un nouveau verre. Et dans cette opération, il n'y aura aucune perte, ni en quantité, aucune perte de matière, ni en qualité. Au bout du millionième recyclage, la énième bouteille, le énième verre, le énième gobelet sera d'aussi bonne qualité que le premier. C'est pareil, par exemple, pour les récipients en métal, en acier ou en aluminium. On peut recycler indéfiniment des objets en métal, aluminium ou acier, et au millionième recyclage, le produit sera toujours aussi bonne qualité, il n'y aura aucune perte en quantité. Mais ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres matières. On ne peut pas recycler indéfiniment du papier, parce qu'à chaque recyclage, la qualité baisse. Au bout du 5e ou 6e recyclage, le papier devient du buvard. Alors on peut l'utiliser comme buvard, mais on ne pourra pas éternellement recycler le buvard. Il y a un moment où il sera une éponge, il ne sera plus du buvard. Bon. Donc, dans ce cas, il faut le composter. Mais on peut le composter, voilà, à défaut de le recycler. Néanmoins, pour les métaux, j'ai pris le cas des récipients, pour les métaux, l'économie circulaire n'est pas toujours possible. Prenons le cas, par exemple, tenez, j'aurais dû y penser, je vous ai rapporté un vieux couteau que j'ai chez moi, que j'utilise parfois pour faire des démonstrations. C'est un vieux couteau dont la lame, à force de servir, de s'user et d'être aiguisée, la lame a été réduite à un simple filet d'acier. Quand le couteau a été acheté, la lame était large comme la main. Maintenant, il est réduite à un filet d'acier. Vous verrez chez les bouchers également, qui n'arrêtent pas d'aiguiser leurs couteaux, bon, pour les rendre plus affûtés, les lames sont souvent réduites à pas grand-chose. Bon. Dans un moteur où toutes les pièces sont en friction, frottent les unes contre les autres, constamment il se fait une perte de matière par poussière d'acier ou par poussière d'aluminium. Et donc, en réalité, à chaque cycle de production et de consommation, nous perdons une partie de ressources naturelles sous forme de poussière métallique, par exemple, ou sous forme de poussière d'énergie, et nous ne pourrons jamais récupérer. Donc, il faut tendre vers l'économie circulaire, il faut y tendre, en sachant que l'économie ne pourra jamais être totalement circulaire, il faudra donc faire appel de nouveaux ressources naturelles, avec le risque de les épuiser. Oui, je ne suis pas très optimiste, hein, mais j'essaie d'être lucide. Alors, on pourra peut-être trouver des substituts aux métaux. Je l'espère et je le souhaite pour nos descendants. On trouvera sans peine des substituts aux matières plastiques. Nous verrons. En tout cas, il faut tendre vers l'économie circulaire, c'est certain. Merci pour votre intervention d'abord. Je pense qu'on partage à peu près le même constat global, mais il y a quelques points qui m'ont un peu dérangé dans votre approche. J'ai cru percevoir une sorte un peu d'idéalisation du passé vers lequel il faudrait tendre, alors qu'il y a quand même plein de choses dans le passé qui globalement étaient à peu près comme maintenant, voire pire. On était les échelles étaient plus petites, les gens étaient plus entre soi, mais c'était aussi plus violent. Puis même dans un village, on connaissait le territoire, mais on pouvait aussi quand même s'égorger allègrement et se haïr parce qu'on avait des générations de haine et de jalousie qui avaient macéré bien comme il faut dans les familles. Nous sommes d'accord. Et même pour l'industrie et les crises sectorielles, on commerçait de la Chine jusqu'à l'Espagne. Dans l'Empire romain, il y avait déjà des grands échanges qui se faisaient. Et moi, j'ai toujours l'impression que le 19e siècle, il y a eu le point de bascule, c'était au niveau de l'énergie, c'est le charbon et le pétrole qui ont permis de décupler les masses d'énergie, de remplacer. Un litre de pétrole, ça doit être 10 hommes qui travaillent pendant 24 heures en termes d'équivalent d'énergie. Et c'est le pétrole et le charbon qui ont permis de faire des progrès considérables en termes de production et qui ont entraîné la société de consommation qui a fait que on a inondé le monde de produits. Mais le pétrole et le charbon ne sont pas éternels. Oui, exactement, c'est ça. Voilà. Donc il faut bien apprendre à s'en passer. Exactement. Et je pense que du coup, c'est aussi peut-être sur ça qu'il faut insister, c'est
que bon, il y a une bascule, revenir à un mode de production plus local, mais ce qui s'accompagne aussi d'une réduction de tous nos besoins, hein, d'accepter que il y a plein de choses dont va se passer dans les années à venir. Je vous rassure, nous sommes d'accord, donc je n'idéalise pas le passé, croyez-le bien. Je suis conscient que, allez, je vais prendre un exemple, l'hygiène, par exemple, a beaucoup progressé. Bah. Il y a 2 siècles, par exemple, si j'allais plus loin, il y a 2 siècles, les couches sociales aisées se nourrissaient surtout de viande, et souvent de gibier. Et donc, à 40 ans, ils avaient souvent la goutte. Bon, aujourd'hui, on sait que la viande, c'est un produit, un aliment qui est très loin d'avoir que des avantages. Il faut en consommer le moins possible. Moi, je ne consomme pas du tout et je me porte comme un charme. Donc, je suis conscient que l'hygiène s'est beaucoup améliorée, que la propreté corporelle s'est beaucoup améliorée. On a découvert les microbes et on a pu ainsi inventer les vaccins. Bon. Et moi, je n'oublie pas, aujourd'hui, qu'il y a des campagnes anti-vaccination, dont je ne suis pas partisan, qu'on conteste la présence d'aluminium dans tel ou tel vaccin, qu'on conteste le fait de vouloir vacciner dans une courte période au début de la vie les enfants. Tout ça, ça se discute, je suis prêt à en discuter, mais le principe de la vaccination en soi me paraît inattaquable. C'est grâce à la vaccination qu'on a surmonté de très nombreuses maladies épidémiques, hein, la tuberculose, la rougeole, etc. etc. Bon. Donc, je n'idéalise pas du tout le passé, croyez-le bien. En tant que... Mon métier, c'est d'être professeur de français, latin et grec. Latin et grec. Et je connais le manque total d'hygiène des sociétés antiques. Les Grecs, par exemple, même les Athéniens, leur porte-monnaie, c'est à la bouche. C'est dans la bouche qu'ils mettaient les pièces de monnaie. Vous voyez quelle hygiène. Bon, etc. etc. Bon. De nos jours, il n'y a plus d'épidémie de peste, ni de choléra, ni de typhus, etc. Donc on a surmonté tout ça. Cela dit, il ne faut pas non plus idéaliser le modernisme en matière de violence. Les anciens n'avaient rien à nous envier, au contraire. Au Moyen-Âge, lorsqu'on a inventé l'arbalète, un arc perfectionné, les intellectuels de l'époque ont dit, avec une arme aussi meurtrière, les guerres sont désormais impossibles. Hein, sans commentaire. Malheureusement, on voit bien qu'on a fabriqué des armes de plus en plus meurtrières. Et aujourd'hui, aux armes d'extermination massive, qui auraient fait dresser les cheveux sur la tête de nos lointains ancêtres, hein, bactériologiques, chimiques et nucléaires, des armes absolument affreuses, horribles, épouvantables, hein, si nos ancêtres avaient pu soupçonner ce que nous ferions un jour. On est en train d'inventer une 4e, c'est les armes cybernétiques. La paralysie d'un pays tout entier par une attaque cybernétique. Comme nous nous sommes rendus dépendants de l'informatique, que tout aujourd'hui est informatisé, si au cours d'une guerre, l'ennemi parvient à attaquer vos services informatiques, du coup plus rien ne fonctionne. Et surtout pas les services de secours, et surtout pas l'incendie, etc. Et surtout pas les hôpitaux. Voilà. Bref, n'idéalisons ni le passé ni l'avenir, ni le présent. Je dis simplement, ça je le crois profondément, je dis simplement que la crise écologique actuelle, la crise écologique, c'est dû au passage donc de l'artisanat à l'industrie. Voilà, ça je le maintiens. Et en disant cela, je n'idéalise pas le passé. Je vais peut-être préciser ce que c'est que plus que l'industrie, l'industrialisme, parce que l'industrie existait avant l'industrialisme. Au XIVe siècle, il y avait des industries. Alors, il faudrait nous mettre d'accord sur ce qu'on entend par industrie. Moi, je définis l'artisanat par le fait que l'artisan fabrique à lui seul, tout seul, individuellement, un objet tout entier, une marchandise tout entière. L'artisan cordonnier, par exemple, fabrique tout seul une paire de chaussures. L'artisan tailleur fabrique tout seul un costume, 3 pièces, justement, etc. Au Moyen-Âge, il y avait l'industrie de la laine, du textile, qui était l'une des principales industries occidentales au Moyen-Âge Renaissance, était subdivisée en une quantité de métiers. À quelle époque À quelle époque 14e, 15e. Je ne connais pas l'exemple. Renseignez-vous sur Florence au XVe siècle. Oui. Il y avait le métier de ceux qui. Pendant que ça, je dirais, il y avait Sienne également,
Mais bon, il y a les teinturiers, et ceux qui ont En France, il y avait. Celui qui préparait le fil de laine. C'est ça, il y avait une ville par secteur de l'industrie. je dirais plus comme une structuration d'un commerce plutôt qu'une industrialisation. Parce qu'on a tendance aussi à peut-être rapprocher un peu trop ces deux époques-là, comme pour par exemple, on commence à parler de commerce international entre plusieurs nations. On aurait tendance à la connotation que ça peut avoir pour nous, c'est la mondialisation de l'époque, mais elle n'est peut-être pas perçue comme nous on perçoit la mondialisation aujourd'hui. Et donc le fait pour eux d'être en mobilité peut-être d'Italie, que ce soit de Florence, de Sienne, vers même jusqu'à l'Angleterre pour chercher de la laine, pour confectionner, s'il y a peut-être une certaine un début d'industrie, mais c'est une sophistication des commerces qui se développent au fur et à mesure. Donc, on a accroché un peu trop ces deux faits avec. Il faut remettre dans son contexte. Je pense pas qu'on puisse parler vraiment d'industrie à grande échelle à cette époque-là. C'était quelques marchands qui faisaient la richesse de. S'il y avait des manufactures spécifiques, c'était à l'échelle de centaines de personnes. Pardonnez-moi, mais une manufacture, si vous prenez le dictionnaire, manufacture, c'est une entreprise ou des artisans, fabriquant chacun un objet intégralement, travaillent côte à côte. Oui, mais c'est la différence entre la manufacture et l'usine. Oui, mais il y avait des manufactures de fils, il y avait des manufactures de tissus, il y avait des manufactures de dentelles. Oui, mais du coup, c'était quand même un travail à la chaîne où les personnes faisaient toute la journée la même chose. C'était pas du tout un travail. Pour fabriquer. Moi, je définis. Plein d'étapes différentes faites par des gens différents. Excusez-moi, je définis la chaîne d'usine par le fait que l'objet à fabriquer passe successivement devant plusieurs ouvriers qui chacun font un geste. Mais c'était déjà le cas à l'époque. Il y avait les personnes qui étaient chargées, par exemple, de nettoyer la laine, qui ne savaient faire que ça. Il y avait des personnes, enfin c'est encore le cas maintenant, mais les personnes qui vont filer avec peu importe les outils, les personnes qui vont faire la peinture, il y a Mais c'était. C'est pas le même nom. C'est ça, c'est la petite échelle que maintenant. c'est pas une échelle, mais. Si c'est vrai, vous me l'apprenez, je l'ignorais. Bon. Mais il me semble quand même que ça restait très marginal. Les historiens, me semble-t-il, sont d'accord pour dire que l'industrie, et notamment, tenez, les climatologues par exemple, etc., bon, sont d'accord pour dire que l'industrie ne devient le mode de production dominant. Bon, il y a encore des artisans, même de nos jours, il y a encore des artisans. Bon. Donc l'industrie est dominante, mais elle n'a pas conquis tout le terrain. Bon, heureusement. Donc les historiens me paraissent d'accord pour dire que l'industrie devient le système de production dominant selon les pays. Hein, c'est variable. L'Angleterre était la première à s'industrialiser, fin 18e. En France, c'est début 19e. Le reste de l'Europe aussi, hein, début 19e, etc. Le Japon, c'est plus tard encore, etc. Bon. Donc moi, ce qui me paraît caractéristique de l'industrie, c'est la division du travail. Dans le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est la chaîne d'usine le long de laquelle il y a des ouvriers spécialisés, dont le nom dit bien ce qu'il veut dire. Chacun ne fait qu'un geste ou deux. Et donc Taylor a théorisé le taylorisme qui porte son nom, estimant que si on spécialise l'ouvrier, si on lui demande de ne faire qu'un ou deux gestes, il finit par le faire de très très grande vitesse, automatiquement, sans y penser, infiniment plus vite. Et donc, à 10 ou 15 ou 20 ouvriers, ils feront, grâce à la division du travail, beaucoup plus de produits que si chacun faisait entièrement l'objet à fabriquer. Voilà. Ça, au contraire, c'est l'artisan. Hein. Tailleur, cordonnier, forgeron, etc. Voilà. Donc c'est ça que j'oppose. Hein. Alors, j'ajoute que l'industrie ne s'est pas bornée à diviser le travail, comme je viens de le dire, dans la chaîne d'usine avec des OS. Brusquement vient à l'esprit, par exemple, la description des abattoirs de Chicago par Georges Duhamel, hein, dans Scènes de la vie future. Donc il a visité les abattoirs de Chicago au début du XXe siècle. Voilà. Et donc, par exemple, il décrit comment les porcs sont abattus et dépecés. Donc le porc est suspendu par une patte arrière à la chaîne, et la chaîne le fait passer, le fait faire des S, des slaloms, etc., à travers l'immense salle où
se fait le travail. Et au passage du porc pendu par une patte arrière, il y a un ouvrier qui attend. Le premier, c'est l'égorgeur. Voilà. Ensuite, il y en a un qui fend l'animal en deux. Ensuite, il y en a un qui fait ceci. Chacun fait un geste, et lorsque à la 20e ou 26e poste, ou 30e poste, le cadavre de l'animal est réduit à presque rien, et le dernier morceau tombe. Voilà. Voilà, ça, c'est typiquement donc la division du travail. Mais l'industrie était beaucoup plus loin, puisqu'elle divisait aussi le travail géographiquement. Voilà. En créant donc une interdépendance généralisée à l'échelle de la planète tout entière. Aujourd'hui, par exemple, des gens nous disent vous voulez arriver à l'autarcie, mais songez que par exemple, mettons cet appareil, il y a peut-être 200 pièces qui viennent de 200 usines différentes. On ne connaissait pas ça au XVIIIe siècle, il y a encore moins au Moyen-Âge. Bon, mais si vous n'êtes pas convaincu, je ne vais pas vous convaincre. Non, mais c'est juste qu'il y a certains domaines où, si, moi je connais très bien le domaine du vêtement et de l'artisanat parce que c'est mon métier. Dans l'histoire du vêtement, il y a des éléments qui venaient littéralement des quatre coins du monde. Déjà fabriqués? Oui. Ou de matière première simplement? De toute façon, un tissu, c'est pas une matière première, c'est un produit manufacturé. Oui. Donc oui, c'était des éléments déjà fabriqués. Oui, ça je vous accorde. Par exemple, la soie, Oui, par exemple. la soie chinoise arrivait dans l'Empire romain, dans l'Antiquité. Oui, Voilà. Je ne sais pas sous quelle forme elle voyageait sur la route de la soie. Je ne sais pas si elle était déjà tissée ou si c'était simplement du fil. Même si elle était déjà tissée, ça reste un peu manufacturé. Voilà. Mais bon, Mais en tout cas, il y avait des artisans dans l'Empire romain qui taillaient et cousaient le vêtement de A à Z. Voilà. Et c'est ça donc le travail artisanal. moi j'aurais quelque chose. En fait, vous parlez beaucoup du rapport artisanat-industrie. Dans une certaine mesure, je suis d'accord avec ça. Après, vous parlez assez peu du régime capitaliste. Qu'entendez-vous par là? Honnêtement, je ne sens pas définir le capitalisme. Je vous donnerai ma définition à moi, vous direz si vous êtes d'accord. Bon. Je suis marxiste en philosophie. Hein. Bon, et donc, ma définition du capitalisme sera celle du marxisme. Marx et Engels, donc les deux fondateurs de ce qu'on appelle le marxisme, considéraient que les sociétés à l'échelle historique ont connu plusieurs modes de production successifs. Le mode de production esclavagiste, le mode de production féodale, le mode de production capitaliste. Bon. Dans les trois cas, il y a deux classes fondamentales, les propriétaires des moyens de production et puis ceux qui les mettent en œuvre. Dans l'Antiquité, il y a les maîtres d'esclaves, qui en général étaient des latifondières, propriétaires de grandes propriétés, qui faisaient travailler leurs grandes propriétés par des esclaves. Bon. Ensuite, le mode de production féodal, les seigneurs, la noblesse, fait travailler ces terres par des serfs, pas tout à fait des esclaves. Et les relations sont différentes. Et enfin, on passe au mode de production capitaliste. Là, les deux classes fondamentales, c'est les propriétaires d'usines, essentiellement une usine, la bourgeoisie ou le patronat, et puis un prolétariat salarié. S'il n'y a pas de salarié, il n'y a pas de capitalisme. Donc le capitalisme se définit par l'existence de ces deux classes fondamentales, le patronat et le salarié. Auparavant, c'est les seigneurs et les serfs. Auparavant, c'est les maîtres et les esclaves. Est-ce que le capitalisme, c'est pas le fait de vouloir amasser un capital? Alors, il ne faut pas confondre capitalisme et capital. Okay. Je suis très rigoureux dans l'emploi du vocabulaire. On appelle capital, en économie, capital, une richesse. Par exemple, une somme d'argent qu'on investit quelque part. Par exemple, dans l'industrie. Ou on prêtant de l'argent à quelqu'un. Donc, c'est une somme d'argent, une richesse qu'on investit avec l'espoir qu'elle vous rapportera non seulement le capital, mais aussi un intérêt, un profit. Et c'est ça un capital.
Voilà. Sinon, si c'est par exemple de l'argent, des bijoux enterrés au pied d'un arbre au fond d'un jardin, c'est un trésor, c'est pas un capital, puisqu'il n'est pas investi, qu'il ne rapporte rien. Et un patrimoine immobilier. C'est un capital, à moins que vous ayez loué la maison à quelqu'un qui va donc vous payer un loyer. Bon, là, effectivement, c'est un capital à ce moment-là. Bon. Donc voilà la différence entre un trésor, un capital et le capitalisme. Le capitalisme, c'est un mode de production. Alors, le capital est très ancien. Il y avait déjà des prêteurs sur gage dans la Rome antique, et probablement dans la Grèce antique, et peut-être même dans l'Égypte des pharaons. Donc le capital est très ancien. Mais le capitalisme, lui, est beaucoup plus récent. Un mode de production fondé sur les deux classes fondamentales, patronat, salarié. Bon, je vais reformuler, du coup, parce que au lieu d'appeler capitalisme, j'appellerais la course à l'enrichissement, peut-être. De mon point de vue, c'est surtout ça qui est très très nocif pour le bien-être de la planète. Le fait de chercher constamment à vouloir plus, consommer plus, c'est quand même des phénomènes assez récents. Mais j'observe que tant que les techniques sont restées artisanales, on n'avait pas les moyens ni d'épuiser les ressources terrestres, ni de polluer la planète, ni etc. Ni de créer des concurrences, parce que l'artisan trouve son marché autour de lui. Ceci dit, c'est quand même un état d'esprit qui s'est répandu. Et forcer les gens à revenir à l'artisanat ne garantirait pas forcément que cet état d'esprit d'amoncellement, de biens, de richesses, etc. s'arrête, y compris avec le changement de technique de production. Peut-être qu'il faut questionner le rapport qu'on a à l'objet et le rapport qu'on a à la consommation aux biens matériels. Je reviens à ma thèse. Aujourd'hui, on a côte à côte à la fois des bateaux-usines qui pratiquent la pêche industrielle, et à côté de ça, donc, on a des petits métiers, des petits patrons pêcheurs qui travaillent sur un petit bateau avec 2 ou 3 compagnons. Le petit patron pêcheur a peut-être envie de s'enrichir, mais il n'a pas les moyens de dévaster la biodiversité. Il n'a pas les moyens techniques pour faire ça. Et donc, moi, Oui, on a des cas de sociétés anciennes qui ont dévasté l'environnement. Exemple. Alors, je crois qu'en Espagne, par exemple, avant, il y avait des grands territoires verdoyants avec des arbres et des plantes, et puis il y a des propriétaires il y a des rois qui ont fait passer des lois pour favoriser l'élevage de moutons, et des propriétaires d'immenses troupeaux de moutons qui ont fait traverser l'Espagne par leurs milliers et milliers de moutons. Évidemment, il n'y avait plus rien qui poussait, hein, c'était devenu un désert. Oui, alors, je vous accorde que les êtres humains, depuis des milliers d'années, ont un impact sur la nature et sur le monde. Oui, mais c'est la volonté d'accumulation de capital toujours croissante qui provoque ces phénomènes. C'est ça qu'il faut interroger. Encore une fois, pour avoir... Il y a peut-être un terme là qui pourrait répondre un peu, c'est la régulation, dérégulation. C'est-à-dire toutes les questions de règles qui vont pouvoir poser un cadre d'harmonie qui respectera l'écologie, etc. Que les deux parties, les deux parties, c'est ça, c'est donc la réglementation à ce niveau-là, il faut en discuter, c'est là il faut vraiment définir les limites qu'on peut atteindre. C'est la question qui revient souvent sur les pesticides, quoi. C'est un aspect qui montre bien que c'est toute une question de régulation, qu'est-ce qui peut rentrer, les produits peuvent rentrer dans le cadre de contrôle des pousses, de la bonne santé, tout ça. Parce que si on en a mis de plus en plus alors qu'ils sont présents dans la société depuis plusieurs décennies, comment on fait si on voudrait justement redevenir un moyen justement artisanal où on va utiliser d'autres pesticides naturels. C'est au niveau de la régulation qui va peut-être régler un petit peu le problème, l'améliorer. Après ça ne passe pas, je pense que sur ça aussi il y a des régulières. C'est pareil pour les moutons qui traversent des vastes territoires en Espagne. C'est une question de régulation qui est partie récemment. Oui, donc je ne nie pas que par le passé, dans un passé parfois lointain,
des sociétés humaines aient pu commettre, je cherche un terme, ne soit pas excessif, et pu, disons, impacter négativement leur environnement. Ça a pu se produire. Il semble par exemple que c'était le cas sur l'île de Pâques, dont les habitants apparemment ont dévasté, ont déforesté, etc. Bon. Sur un petit territoire, c'est possible. Mais c'est, me semble-t-il, marginal, parce qu'il ne suffit pas d'avoir la volonté de s'enrichir, c'est une volonté qui est très ancienne. Dans la Rome antique, par exemple, ou dans la Grèce antique, il y avait des hommes qui rêvaient de s'enrichir, pas de doute là-dessus. Bon. Mais ils n'avaient peut-être pas les moyens d'avoir un impact fort sur leur environnement, comme les moyens techniques d'aujourd'hui le permettent, comme les moyens industriels le permettent. Voilà. Encore une fois, l'artisanat n'a que des moyens techniques très limités, qui réduisent l'impact sur l'environnement, alors que malheureusement l'industrie nucléaire, l'industrie pétrolière, etc., ont un impact très très fort sur l'environnement. Si je peux me permettre, en fait, dans l'ensemble, quand on écoute votre exposé, il y a l'idée que, en revenant sur certaines aberrations modernes, postmodernes, liées essentiellement au mode de production, à l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, on pourrait effacer un grand nombre d'impacts négatifs humains, non seulement sur l'écologie, sur l'environnement, mais également sur des impacts négatifs dans les relations entre les humains, d'inégalités, etc. Mais le problème, pour revenir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le problème à la base, c'est peut-être le manque de volonté politique pour aller dans ce processus-là. Parce que si on décide de revenir à un état pré-industriel, comment est-ce qu'on fera en sorte d'empêcher les générations futures de ne pas redévelopper à un moment donné une industrie, de ne pas vouloir réutiliser des énergies fossiles, des terres rares, et de nouveau polluer et mettre en place un cadre de société avec toutes les dérives qu'on connaît actuellement. Oui, voilà pourquoi je disais à la fin de la conclusion, si l'humanité veut se suicider, on ne peut pas l'en empêcher. Et je vois bien qu'effectivement, il y a une répugnance très grande à se passer de certains fruits de l'industrie. Renoncer au smartphone, non. Renoncer à la bagnole, mais vous ne le savez pas, mon bon monsieur. Enfin, quoi, je ne peux me déplacer à pied, au vélo. C'est ce que je fais, moi j'ai pas de voiture, j'ai pas de moto, j'ai aucun instrument, aucun moteur à ma disposition. Je me déplace donc à pied, à vélo ou en transport en commun. Pour venir de Béziers à Montpellier aujourd'hui, j'ai pris le train. Si, c'est possible. Il faut en avoir la volonté. Alors, est-ce que l'humanité est capable de faire passer l'intérêt à long terme envers l'intérêt à court terme contre l'intérêt à court terme? C'est elle qui le dira. C'est à nous aussi d'agir dans ce sens, si nous estimons qu'il faut agir dans ce sens. Parce qu'après tout, le suicide peut exister à l'échelle collective comme à l'échelle individuelle. On a parlé de marxisme, de capitalisme qu'on a lié notamment aux technologies polluantes, mais j'ai l'impression que le marxisme lui-même est très en réserve, en tout cas dans ses fondements marxiens, par rapport à la critique écologique, et que même Marx mise sur les technologies pour arriver à l'émancipation humaine. Oui, Marx, effectivement, à son époque, n'avait pas la notion de crise écologique. Ça n'existait pas encore. Et donc, on ne peut pas lui reprocher, en tout cas moi, je ne lui reproche pas de ne pas avoir été prescient dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres. Je trouve qu'il a déjà été très en avance sur son époque dans beaucoup de domaines. Là il ne l'a pas été. Même si on répète sans arrêt la fameuse phrase, à savoir que le capitalisme épuise les deux sources de la richesse, la nature et le travailleur. Mais moi, je ne m'attacherai pas à cette phrase. Je considère qu'à son époque, il n'était pas possible de deviner ce que seraient les atteintes à l'environnement à notre époque. Voilà. Donc il ne l'a pas deviné, moi je ne lui ferai pas le reproche. Je considère qu'il a été visionnaire dans beaucoup de domaines, ça suffit pour justifier l'estime que je lui porte. L'époque de Marx, le 19e, était une époque scientiste.
Bon. Les gens de l'époque, Marx y compris, ont été tellement impressionnés par les avancées, les pas de géant de la science dans beaucoup de domaines, tellement impressionnés par ces pas de géant que, du coup, ils ont vu l'avenir en rose. La science allait, faire de l'homme une espèce de Dieu tout-puissant, et donc on allait résoudre tous les problèmes, non seulement la famine, non seulement ceci, non seulement cela, mais on allait devenir maître du monde, etc. Bref, le scientisme au XIXe siècle a atteint des degrés d'optimisme qui aujourd'hui ne sont plus possibles, parce qu'on a vu trop de choses pour pouvoir continuer à nourrir un pareil optimisme. Et en même temps, c'est aussi l'époque du romantisme, c'est-à-dire où des intellectuels horrifiés par l'état des villes de l'industrialisation vont se tourner vers la nature et en réinvestir les mythologies, vont rechercher de nouvelles formes. Alors, le romantisme, c'est le tout début du 19e. À la fin du 19e, à part parfois une étincelle qui revient, comme par exemple Cyrano de Bergerac, qui est en fin 19e, qui aurait été une pièce romantique. C'est du romantisme attardé. Bon. Mais fin 19e, le scientisme est général. On a une véritable foi dans la science et donc dans l'avenir de la science et donc de l'avenir de l'humanité. Pour qui donc un progrès sans limite s'ouvre. On sait que malheureusement, il en était autrement. Le progrès, comme on dit, a été souvent une régression. Moi, je considère que les armes d'extermination massive, armes nucléaires, bactériologiques, chimiques, etc., c'est une régression par rapport à l'arbalète. S'il doit y avoir des guerres, je préfère l'arbalète plutôt que les armes d'extermination massive. Il faudrait peut-être le sens qu'on donne au terme de progrès et comment on diffuse cette idéologie-là, à travers tous les médias et à travers le monde également. Je partage un peu cet avis, le progrès, c'est le progrès, on présente ça. Peu importe ce qu'on intègre dedans, c'est positif, c'est beau, ça nous apporte un peu plus. Je ne pense pas. Le progrès, quelque chose qui n'est pas utile à la condition de l'homme. Alors, étymologiquement, progrès veut dire marche en avant. Marche en avant. Marche. Et pendant longtemps, on a confondu progrès humain et progrès technique. Bon. Or, moi, je suis beaucoup plus critique. Je considère que, par exemple, le téléphone, oui, effectivement, c'est un progrès qui n'a pas d'inconvénient. Bon. À part maintenant le harcèlement publicitaire. Les entreprises ont inventé donc de nous harceler chez nous à domicile pour faire de la pub. Bon, mais on a la ressource de se mettre sur liste rouge. Donc le téléphone, par exemple, me paraît un vrai progrès qui n'a guère d'inconvénient. En tout cas, le positif l'emporte sur le négatif. En revanche, je pense que les pesticides agricoles sont plus négatifs que positifs. Voilà. Et dans beaucoup de domaines, je considère que les avancées technologiques n'ont pas été les progrès humains. Voilà. Je reciterai les armes d'extermination massive, où je pourrais en citer beaucoup d'autres. Donc moi je ne confonds pas avancée technologique, avancée technique et progrès humain. Pour moi, il y a progrès humain si l'humanité progresse. Bon, c'est-à-dire si elle améliore son rapport à la nature et les rapports des êtres humains entre eux. Voilà. Sur une dernière question. Il y a un point qui m'a beaucoup choqué dans votre exposé, c'est quand vous parliez du problème des flux migratoires, des étrangers qui viennent voler, du travail des Français. J'aimerais savoir ce que ça vient faire dans la crise écologique. Tout simplement parce que ces flux migratoires résultent de l'élargissement constant des marchés et de la chute des frontières. 30 secondes. On finit dans 30 secondes. 30 secondes. Dernière question. Oui. On a limité dans le temps. Ils vont déplacer le piano en fait. Non, c'est la dernière question. D'accord. Vous êtes consciente que on est passé de marchés nationaux au marché européen au marché mondial. Vous en êtes consciente. Par disparition des frontières économiques. Vous en êtes consciente. Voilà. Bon. Donc,
au cours des siècles, au cours des millénaires, on est passé de marchés très locaux au marché national. En gros, disons, c'est au XVIIIe, XIXe siècle que se constitue le marché national. Songez que encore, début XIXe siècle, on ne pouvait pas faire entrer une marchandise dans une ville sans payer l'octroi. Je crois plus ou moins historien, si j'ai bien compris. Bon. Non. C'est ça, c'est le repassage. Bon. Donc, chaque ville avait des barrières d'octroi et donc une marchandise ne pouvait entrer dans la ville sans payer les droits. Et que la constitution du marché national n'était pas encore terminée. Donc, on est passé progressivement donc, du marché local au marché mondial. Qui est-ce qui a souhaité le marché mondial? Qui c'est qui l'a obtenu? Ce sont les entreprises multinationales, les grandes entreprises, le grand capital apatride. Parce que c'est conforme à ses intérêts. Ils veulent pouvoir jouer, ils veulent pouvoir donc amortir leurs capitaux suraccumulés en disposant d'un marché plus vaste que le marché national. Et puis ils jouent les différences entre les différents marchés nationaux. Par exemple, actuellement, défraye la chronique le problème de la taxation des GAFA. Bon. Ils font apparaître leurs bénéfices là où les impôts sont faibles et ils font apparaître leurs pertes là où les impôts sont élevés. Bon. Et ils jouent ainsi donc. Voilà. Donc le marché mondial, c'est un souhait du grand capital apatride. Et quand les entreprises ne peuvent pas se délocaliser vers des pays où la main-d'œuvre est meilleur marché, les impôts sont plus bas, et les conditions de travail sont aggravées, etc., etc. Quand une entreprise industrielle, par exemple, n'arrive pas à quitter la France pour aller à l'étranger parce qu'elle a besoin du marché français, travaux publics, on ne peut pas le faire à partir de l'étranger, il faut être sur place. Donc, quand elle ne veut pas, elle cherche à importer la main-d'œuvre étrangère. Et en cherchant à ce que la main-d'œuvre étrangère accepte de travailler comme dans le pays d'origine. Voilà pourquoi je dis que l'Europe, par exemple, a pour mot d'ordre inavoué, à travers tous les pays, concurrencez-vous. Or, ces flux migratoires, je le soutiens, sont négatifs à la fois pour le pays d'origine et pour le pays d'accueil, pour les deux. Et je suis tout aussi sévère pour les migrations européennes vers l'Algérie, vers la Tunisie, vers l'Amérique, vers l'Indochine, etc. C'est tout aussi sévère pour ces migrations que pour les migrations inverses. C'est pas des migrations, c'est des décolonisations. Oui, mais c'était des phénomènes migratoires. Les gens partent quitter la France pour aller s'installer ailleurs. La colonisation est une forme de migration. Bien sûr, mais on ne peut pas mettre les deux sur le même plan quand même. Moi, je les mets sur le même plan parce qu'ils me paraissent avoir les mêmes inconvénients. Savez-vous, par exemple, pourquoi l'archipel des Caraïbes est appelé ainsi? Il était habité par les Caraïbes. Exactement. Cherchez aujourd'hui les Indiens Caraïbes, il n'y en a plus. Ils ont été exterminés. Alors, plutôt que d'avoir des regrets sur l'esclavage, que nous n'avons jamais inventé, il existait en Afrique, quand nous importions les esclaves africains. Et alors que nous avons depuis longtemps aboli l'esclavage, alors qu'il existe encore en Afrique. Personne ne demande à l'Afrique de faire repentance, c'est à nous qu'on demande de le faire. En revanche, il faudrait faire repentance sur le fait que nous avons exterminé des populations entières pour pouvoir nous emparer de leur territoire. Moi, je trouve ça immonde. C'est une tentation permanente dans l'espèce humaine que de vouloir s'emparer du territoire du voisin. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Nos lointains ancêtres nés en Afrique, puisqu'il semble que l'humanité est née en Afrique, nos lointains ancêtres, à une époque très reculée, ont quitté l'Afrique pour envahir le monde entier. Quel besoin avaient-ils de quitter l'Afrique? Ils étaient peut-être quelques milliers d'êtres humains dans tout le continent africain. Ils étaient au large, ils étaient à l'aise. Mais néanmoins, il y a constamment ce besoin dans l'espèce humaine de s'emparer du territoire des autres. Nous sommes à la fois territoriaux, nous défendons notre territoire contre les envahisseurs, et nous n'hésitons pas à envahir le territoire des autres. Nous ne nous contentons pas des ressources de notre territoire. Ça, à mon avis, c'est une source permanente de guerre et de conflit. Peut-être que les ressources présentes sur le territoire ne permettent pas. Eh bien, dans ce cas, il faut savoir s'en accommoder, limiter la population, par exemple. Je prends le cas, mettons, de l'Hérault. Dans l'Hérault, le conseil régional a inventé de faire venir ici l'eau du Rhône.
c'est le plan à quoi domicile. Bon. L'eau du Rhône est extrêmement polluée. Et puis je considère que l'eau du Rhône appartient aux habitants de la vallée du Rhône. C'est pas nous. Nous, on doit se contenter de nos ressources hydrauliques à nous ici. Et limiter la population en fonction de nos ressources locales. Mais on n'a pas à convoiter les ressources du voisin. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Non, je trouve que vous avez fait des détours pour ne pas vraiment répondre à ma question. Ah. Alors si je peux me permettre peut-être clôturer parce qu'ils vont utiliser on va s'arrêter là. Si je peux me permettre juste une petite intrusion, peut-être que je ne cherche pas à le défendre, mais si j'ai bien compris son propos, et je pense que je reviendrai sur son débat, c'est que en plus c'est tout simplement les artistes qui sont pressés, les individus, les masses, parler, voire même c'est au-delà des masses, qui sont maintenant désormais on nous compte comme des flux, à partir du moment où il y a un certain nombre et qu'on est en mobilité, c'est un outil du capital. Donc après, je ne sais pas pour parler du complotisme, je ne sais pas quoi, mais il y a des instabilités, des territoires qui sont instables, et cette instabilité, on peut voir qu'elle est actionnée d'une certaine manière pour pouvoir justement amener ces flux dans telle ou telle direction. Et ça, si on avait plus de temps, j'aurais développé ce point, mais bon. Oui, justement, Il faut qu'on arrête ici, s'il vous plaît. Merci. Bon, on va en discuter un peu là, enfin, c'est intéressant, c'est vrai. Merci.